Au niveau taxi, voilà, ça n'existait pas, ce statut n'existait pas. Alors on était coincé, on était en quelque sorte, on s'est inséré entre l'artisanat et le salariat, puisque c'était les deux systèmes, les deux statuts qu'il y avait à l'époque, pour les 14 300 taxis de l'époque, en étant acceptés ni par l'un ni par l'autre. On dérangeait. D'ailleurs, au niveau de l'artisanat, on venait empiéter un peu sur leur statut, en quelque sorte, puisqu'on avait le même indépendance d'exploitation qu'eux, mais en ayant une couverture sociale qui était autre chose que la leur. Et puis sur le plan du salariat, ben, les syndicats traditionnels perdaient un pouvoir sur les salariés, parce qu'on n'avait aucun intérêt à être... et c'est pour ça qu'on a eu droit dans nos péripéties, on en parle d'ailleurs dans les bouquins, à un contrôle fiscal sur dénonciation. Sur dénonciation. Alors, ce contrôle fiscal, ce n'était pas pour de la mauvaise gestion, il s'était basé sur 2 points. Il faut savoir qu'à l'époque, on achetait nos véhicules hors taxe, c'est-à-dire que la TVA était remboursée aussitôt, et ça marchait en 5e d'année TVA. C'est-à-dire que vous achetiez une voiture au mois de décembre, vous exploitiez 1 an avec, et puis vous la revendiez au mois de janvier de l'année N+2, c'est-à-dire que vous aviez 3 années d'amortissement de TVA. Et puis, comme on avait des remises qui étaient de 20, voire plus, par les constructeurs, on avait un coût de l'amortissement qui était minime par rapport. Donc, et puis, ces véhicules, on les utilisait pour nos vacances et nos week-ends, avantage en nature. Et puis, le 3e point, c'était quoi? Il y avait 3 points sur lesquels on a eu droit à un... Voilà. On a eu droit donc à un redressement fiscal là-dessus. Bon, c'était pas facile à accepter, et Roger a eu droit à son redressement fiscal. Peut-être un petit peu moins important peut-être un peu moins important que la gaffe, parce que nous, on est les premiers à être passés, et quand on a vu, donc ils se sont adaptés vite fait pour pas rencontrer le même problème, mais il a eu droit à son redressement fiscal aussi. À l'époque, ça devait bien être 10 000 francs. C'était important. Hein. C'était plus important que le prix d'une voiture. Hein. Donc ça veut dire quand même que quelque part, c'était pas négligeable. Et au niveau de... C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on s'insère, et on l'a fait par rapport au sérieux, par rapport à notre sérieux, par rapport à la gestion, par rapport à des comportements qui étaient irréprochables, on va dire, quelque part. Et petit à petit, on a fait évoluer notre statut, et puis on a été reconnu. Et puis, moi, quand je suis parti, même depuis, c'était le cas avant, on siégeait dans les commissions, dans la commission extra-municipale, par exemple, à Paris, on siégeait dans les rendez-vous avec le préfet, parce que la tutelle des taxis parisiens, c'était le préfet. Hein, donc, c'était donc le préfet, donc le gouvernement. Hein. C'était pas les mairies, comme dans toute la France, ailleurs. Hein, donc, c'était le préfet. Et puis, on a siégé dans toutes ces choses-là. Hein. La politique avait de l'importance aussi. Ben, ça a été quand même utile. Hein. Ça a été quand même utile. Alors, au départ, c'était plutôt par rapport avec les syndicats qu'il y a eu des choses. Et puis, quand il y a eu un maire à Paris, avec Chirac, Chirac, il aimait bien les taxis, au même titre qu'il aimait bien le salon de l'agriculture, il aimait bien les taxis. Donc, c'était avec lui. Mais bon, il n'avait pas le pouvoir, malheureusement, si j'ose dire. Parce que Chirac, c'était ses taxis. Il nous considérait comme les ambassadeurs de la ville de Paris. Mais le pouvoir, c'était le préfet. Donc, quelque chose qui n'était pas... Hein. Chirac, il n'avait pas sur un ami d'enfance qui était taxi, parce que c'était un pote de mon père. Tu ne te rappelles pas? Non. Un mec qui picolait un peu. Un pote d'enfance de Chirac. Je ne sais pas. C'était un ami de mon père, un ami de René. Et en fait, c'était un mec qui picolait... Ah ouais? Ça, j'ai pas su. Je me demande s'il n'était pas la taxicop ou il était artisan. J'ai pas su. Ça, je ne sais pas. Oui, mais la préfecture était de droite aussi, donc en fait, ils étaient du même port, donc ils n'avaient pas super... À l'époque, oui, c'est vrai. Quand Delanoë est arrivé, j'imagine qu'il n'a pas eu des bâtons dans les... Chirac, il avait mis une commission extra-municipale dont un de ses adjoints présidait. Et cet adjoint, ça a d'abord été Édouard Frédéric Dupont, qui était le député. Il était surnommé le député des concierges et des taxis. Édouard Frédéric Dupont était député du 7e arrondissement. Et ensuite, ça a été Philippe Goujon. Mais Philippe Goujon, ça a dû être après sur Tibéri plutôt, hein, la fin. Qui est encore aujourd'hui maire du 15e arrondissement.
Et Quand Delanoë est arrivé. Delanoë, alors Delanoë, bon, les taxis, c'était pas pareil, hein. Avec Chirac, par exemple, pendant des années, il y a eu tous les ans une invitation de la profession à l'hôtel de ville et qui il remettait des médailles aux taxis les plus méritants. Hein. Alors comment ça se jugeait un taxi militant? Bah, il fallait avoir un certain. D'abord, on avait mis des règles. Il fallait avoir au moins 25 ans pour avoir tel type de médaille et au moins 35 ans pour avoir, par exemple, la médaille vermeille de la ville de Paris. Elle a été attribuée à des chauffeurs de taxi qui avaient plus de 35 ans de profession. J'ai encore une amie qui est une amie, sinon à ton frère, mais à René, qui habite à Épinay-sur-Orge, qui est en maison de retraite à Épinay-sur-Orge. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Ben non, elle n'était pas là l'an dernier. Elle n'était pas là. Ben non, elle est hémiplégique. Elle a fait un AVC, elle habitait à Savigny, elle a fait un AVC. Et comme elle habitait seule, son mari n'était plus là, elle habitait seule, elle est restée 15 heures par terre et elle s'en est jamais remise. Donc elle a perdu déjà tout le côté droit, jambes, bras et la parole. Et donc, elle est plus. Elle a eu, quand je vais la voir, parce qu'elle est dans une maison de retraite à Épinay-sur-Orge, quand je vais la voir, elle est en photo dans un encadré avec Chirac qui lui avait remis la médaille vermeille de la ville de Paris. C'est la plus haute distinction quand même. C'est la plus haute distinction de la ville de Paris. Hein. Et ça fait comment celle-là? Elle s'appelle Lali Mahé. Ah ben il a dû la connaître parce qu'elle était de l'équipe de René, Roger, Claude. Ton père, moi je ne sais plus, je me souviens plus. Je suis allé. Pas en taxi, quand même. Pardon? Chirac, quand il partait d'Élysée, s'échappait pas en taxi. Pas forcément, non. Non, mais on savait où il allait. Hein. Et vous saviez où il était, là, Ce qu'il faut... Didier, Oui, pareil, oui, il était avec. Vous saviez ou pas, les taxis? Oh ben certainement, oui, parce que alors il faut savoir que les taxis savent tout. On sait qui est la maîtresse de où habite un tel, voilà, parce qu'à nous tous. Mais il n'y a pas la liaison entre eux. Hein. Entre eux, hein. Il y a quand même des gens qui discutent. Si tu tombes Oui, sur René, bien sûr. Ils ont des moult, comment dirais-je, anecdotes à raconter là-dessus. Il y avait Chirac, je me souviens plus bien où il était, mais il était avec ou Jacqueline ou. Il était introuvable. Oui, mais il était chez une copine. C'est sa femme qui a géré le problème. Il n'y a pas d'autres, hein. Il y en a d'autres. Hein. Mitterrand, c'est pareil. Hein. Oui. Hein. Et donc, on peut faire des petites anecdotes. Là, tu m'avais fait une anecdote pour l'élection de Mitterrand. Tu te rappelles? Tu avais eu. C'était le mec là. Ah ben j'avais pris. Oui, alors moi, c'est des choses que je raconte, mais des fois en plaisantant. Le soir du 10 mai 81, je travaillais. Et puis moi, ce qui m'avait dramatisé, quand j'ai vu tous ces gens qui dansaient avec une rose à la main, comme s'ils étaient sortis d'une dictature de 50 ans de dictature, quoi, comme les Portugais ou les Espagnols, ou voilà. Alors ça m'avait un peu traumatisé, si j'ose dire. Alors en boutade, je disais que le lendemain matin, j'avais arrosé mes rosiers au chlorate de soude. C'est pas vrai du tout. Hein. Mais ce jour-là, j'ai eu comme client Michou. Michou, tout en bleu, lunettes bleues et tout, que j'avais pris donc à Pigalle pour l'emmener. Je me rappelle plus, c'était du côté de Saint-Philippe-de-Roule, par là. Je me souviens plus d'une petite rue par là, rue Jean Mermoz, je crois. Et Michou, il était effondré avec l'arrivée de Mitterrand et puis les communistes, il était complètement effondré. Donc j'avais remonté le moral. Et quand il est parti, au bout d'une heure, il était ragaillardi, si j'ose dire, et il était reparti avec un meilleur moral que lorsqu'il était arrivé. Bon, c'est une petite. Non, c'est pas le plus marquant. Il y en a certaines. Oh, je ne saurais pas trop dire, mais il y en a quand même, oui, certainement. Et encore, moi, ceux qui faisaient la nuit avaient certainement d'autres remarques plus importantes que, voilà, plus d'anecdotes à. Je ne sais pas. Je sais qu'un jour, j'avais pris une dame portugaise avec un accent effroyable, et puis j'arrivais pas à comprendre où elle voulait aller. En fait, elle voulait aller place de la Concorde. Et au bout d'un moment, un peu énervée, elle me dit si, là où il y a le grand poteau. Vous voyez, l'obélisque, pour elle, c'était un poteau. Donc c'était un petit peu, voilà. Et puis j'en ai peut-être eu d'autres, mais bon, j'ai pas. Entre vous, les différences politiques, des bords politiques, c'était important entre coopérateurs Non. Au niveau des coopératives, il y avait toutes les. Chacun savait dans quel camp il se situait, alors, vous en parliez. Au niveau, oui, c'était pas un secret. Il faut savoir que le DU, par exemple, on savait
il était très à gauche. Il avait fait les cadres du Parti communiste à Juvisy, dans les années 50, par là, et qu'il était très à gauche. Il était plutôt CGT, voilà. Alors que Briard était plus comment, démocrate chrétien, on va dire. Et puis que Oudin, c'était un gaulliste. Mon prédécesseur comme PDG de la GATT, c'était un gaulliste pur et dur, qui avait été militaire pendant 20 ans, qui avait fait l'Indochine, qui avait la médaille militaire d'ailleurs. Il avait eu la médaille militaire qu'il avait ramenée d'Indochine. Et il était très gaulliste, très, très à droite, très rigoureux. Moi, j'ai été militant avant de. D'ailleurs, c'est un peu ce qui m'a amené en 80. Si on revient là-dessus, en 81, moi, ce qui m'avait un peu frappé, je me suis dit, voilà, Mitterrand et les communistes, j'avais peut-être cette idée un peu, peut-être fausse d'ailleurs. Et là, je me suis engagé un peu en politique jusqu'en 90. J'ai été 10 ans assez engagé en politique. Je suis devenu le président des taxis RPR de France. Hein. J'ai fait deux mandats au niveau du comité central. C'était pas le comité central, c'était le Conseil national du RPR à l'époque, jusqu'en de 84 à 92, à 1992. Et ça, un peu, ça m'a permis d'être un peu connu, parce que là, vous me posiez la question. Donc, mais ça m'a permis aussi d'être un peu connu, et puis d'avoir aussi une sorte des relations un peu politiques, parce qui nous ont bien été utiles dans plein de cas. Hein, quand on avait un petit problème administratif ou autre, pas pour des passe-droits, pour des contraventions, des choses comme ça, mais des choses un peu plus sérieuses. Je me souviens d'un jour, il nous fallait une grue pour monter la chaudière au 5e étage de notre immeuble de la rue Albert, et pour avoir l'autorisation, j'avais dû intervenir auprès du maire du 13e, qui à l'époque était tout bon, pour pouvoir bloquer la rue pendant quelques minutes, quelques heures peut-être même, pour avoir cette autorisation de la mairie pour ce genre de choses. C'est des petites choses comme ça qui ont permis de comment dirais-je, de débloquer des situations. Donc ça veut dire que cette idée coopérative, qui est quand même une idée qui est quand même très solidaire, enfin, qui porte des valeurs de fraternité, de partage, d'égalité, elle est un peu universelle en fait. Elle peut balayer absolument toute la... Pas totalement. On s'est construit en coopérative sur la base de l'arrêté de 1967 sur la participation et l'actionnariat dans les entreprises, qui avait été voté par De Gaulle en 1967. C'est sur cette base-là que les sociétés traditionnelles ont été scindées en nombre de parts équivalent aux autorisations pour devenir des coopératives. C'est par rapport à ça. Alors, moi, quand j'ai commencé, on avait un contrat de salarié avec la coopérative. Nous avions un contrat d'intéressement et de participation. Participation, déjà à l'époque, donc l'intéressement, c'était 67, justement. Et la participation, c'était l'idée maîtresse, une des idées maîtresses de De Gaulle. Hein. Donc, c'était plutôt cette philosophie-là qui a prévalu dans notre groupement coopératif, plus que l'esprit CGT, on va dire. Voilà. D'accord, ok. C'est super intéressant. Tout cet aspect, alors que Roger, son père, il était CGT, lui. Des enseignements à tirer importants. Bon, ceci étant, moi, quand je me suis retrouvé PDG, j'ai laissé mes mandats de politique parce que, justement, j'avais autour de moi, mes associés, ils étaient de tous bords. Hein. Ils étaient de tous bords. Hein. Ils étaient aussi bien de gauche, voire d'extrême gauche, peut-être royalistes, et puis de droite, voire d'extrême droite, peut-être aussi. Hein. Oui, vous aviez quand même tous l'âme de gens indépendants. Quand même. Complètement. Hein, oui. Et même l'image, c'était un peu les taxis à la fin des années 80, c'était un peu beauf, un peu l'extrême droite quelquefois. C'est vrai qu'il y en a eu. Il y en a eu. Hein. Et, complètement. Mais pour le moment de son réquisitoire Le Pen était invité. Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Non, je ne me souviens pas, non. Le Pen faisait les tribunaux des flagrants délires, vous en souvenez? Avec qui c'était? Des proches? C'est des proches, et Le Pen était invité. Ouais. Et là, mais moi, j'ai d'ailleurs, quand je militais, en 81, il n'y avait pas de problème, on allait tous dans le même sens. Par contre, à partir de 84-86, ma principale, disons, préoccupation, c'était le Front National. Hein, c'était déjà, les taxis passaient carrément, parce que ça a coïncidé aussi avec, dans le monde du taxi, l'arrivée de beaucoup d'immigration
qui étaient... Alors, il y a eu les Asiatiques, avec les boat people et tout ça, qui se sont convertis dans le taxi. Mais ceux-là, on n'avait pas trop de problèmes avec. Et puis, il y a eu tout ce qui venait du Maghreb ou d'Afrique, qui sont devenus. Et aujourd'hui, Gescope, c'est à 80 ou 90% d'origine, je ne veux pas dire exotique, mais bon, c'est plus ce que c'était dans les années 80. Hein. Parce qu'il y a quand même de moins en moins de taxis. Et c'est toute la profession. Voilà. Si, ils sont français, mais pas de souche, comme on va dire, comme on pourrait dire. Les Français de deuxième génération, quoi. Ah oui, complètement, voire plus. Voire plus. Dans les années 60 qui sont venus et qui ont fait des gosses. Oui, mais c'est même troisième génération. Même chez Uber, c'est aussi beaucoup de... Ah, aussi, peut-être. Oui, peut-être. Oui, voilà. Alors que taxi, c'était plus... Comment ça s'appelait leur premier taxi, Uberpop, là. Ah, ben ça, c'était pire. Mais ça existe encore. Hein. Ils ont mis des voitures entre sur les... on se demandait même s'ils avaient leur permis de conduire. Il avait, oui. Et sur les 100 000 VTC qu'il y a en France, il y en a beaucoup. Il y en a qu'à la moitié qui fonctionnent régulièrement. Et puis l'autre moitié, c'est des gens qui comme Uberpop, qui ont une carte de VTC, mais qui s'en servent quelques heures par jour, voire que fin de semaine ou des choses comme ça, pour arrondir leur fin de mois. Justement, attends, on peut faire une pause de 2 secondes. Déjà, tu vas prendre un verre d'eau. Oui, oui. Comment ça s'est fait au niveau des vagues? Est-ce que ça a d'abord été, je sais pas, les Espagnols, les Portugais? Est-ce que vous considérez, la dernière question, c'est est-ce que vous considérez quand même que le métier de taxi est en lui-même porteur d'un facteur d'intégration pour les personnes qui vous êtes devenu un vrai Parisien, enfin, vous voyez, facteur d'intégration et de promotion sociale? Complètement. Donc, il y a eu des vagues de Portugais et d'Espagnols dans les années 70. Après, il y a eu des vagues des réfugiés du Vietnam ou d'Indochine. Et puis après, il y a eu des vagues voilà. Mais c'était aussi, à mon époque, c'était plus un recyclage, on va dire, quelqu'un qui changeait de métier. Il n'y avait pas beaucoup de très jeunes. C'était plus un recyclage plutôt qu'une vocation directe. C'était une deuxième vie, on va dire, dans la vie active. C'était un peu comme vous, en fait. Voilà, tout à fait, oui. Ils ont tous, vous aviez tous un métier. Eu un métier avant, voilà, tout à fait. Et à cette époque-là, c'était plus ça que des... Voilà. Et puis il y a eu, petit à petit, moi je me rappelle, j'essayais d'alerter dans les années quand j'étais à la fois syndicaliste et puis engagé politique, je faisais des dossiers, par exemple à Pasqua ou à Chirac, à l'hôtel de ville, pour sensibiliser sur justement ce qui arrivait en remplacement des anciens, parce que dans les taxis, il y a eu beaucoup d'Auvergnats, il y a eu beaucoup de gens comme ça. Voilà, il y avait des arrivées, et puis à travers un second métier par rapport à ce qu'ils avaient, à ce à quoi ils étaient arrivés dans la vie active. Quoi. Juste pour revenir sur une phrase que vous avez dite, quand c'était un recyclage, mais est-ce que c'était aussi pour vous une possibilité de mieux faire vivre votre famille? Ah aussi, bien sûr, oui. Tout à fait. Pas seulement un changement de... Si vous avez opéré cette translation entre vos métiers de base, vos formations de départ et le métier de taxi, ça veut dire qu'à ce moment-là, il était porteur d'une vie confortable quand même. D'un espoir, oui. Alors, il faut savoir qu'en 1971, quand j'ai arrêté mon ancien métier, pour devenir chauffeur de taxi, je gagnais moitié moins comme chauffeur de taxi que le métier que j'avais avant. Hein. Avant, j'avais un bon métier, j'étais autonome, j'étais pratiquement chef, on va dire. Il y avait un patron au-dessus de moi, une patronne, une vendeuse, mais il n'y avait rien d'autre. Hein. C'est moi qui gérais ma petite affaire, si j'ose dire. Et quand j'ai arrêté ce métier-là, j'ai gagné moitié moins, tant que j'étais salarié à G7, avant de rebondir en devenant sociétaire coopérateur. Là j'étais indépendant, et c'était par rapport à l'activité, quoi. Si on travaillait, on gagnait. Si on ne travaillait pas, on ne gagnait pas. Hein. C'était le commerçant. Ça veut dire que la G7 payait déjà très mal. Non, parce que c'était le statut. Le statut G7, il faut savoir, à l'époque, c'était pas viable, justement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les sociétés Barco et Taxicop se sont transformées en coopératives. Il faut savoir qu'une autorisation de taxi ne pouvait pas faire vivre 2 entités.
à la fois l'exploitant et celui qui a été propriétaire. Ce n'était pas possible. Donc G7, c'était pareil. Alors G7, c'était le quart du compteur, plus les pourboires. C'est-à-dire que quand vous faisiez 10 francs, vous aviez 2 francs 50 pour vous, plus éventuellement les pourboires. Donc vous voyez, il ne restait pas grand-chose. Hein. Après, ils ont mis le système du forfait. Alors là, c'était temps par jour. Je ne me souviens plus exactement les montants. C'était temps par jour et le reste, c'était pour vous. Alors si vous aviez une bonne journée, vous aviez quelque chose de reste. Si vous n'aviez pas, c'était différent. Après, quand on est devenu justement coopérateur, alors là, c'était la totalité de la recette, moins la quote-part des charges qu'il fallait rémunérer, qu'il fallait verser à la coopérative. Donc c'était mieux qu'un artisan, parce qu'un artisan, nous, c'était des charges qui étaient bordées, si j'ose dire. Et puis si on en versait trop, ça nous revenait sous forme de ristourne en fin d'année. Alors qu'un artisan, ses charges sociales, par exemple, elles étaient basées par rapport à son bénéfice. Et ça, c'était, si jamais ils faisaient un gros bénéfice, ils étaient pressurés par le montant des charges sociales. C'est pour ça d'ailleurs que des fois, ils en oubliaient un peu, quoi. Justement, là-dessus, mon père, moi je sais, hein, c'est un exemple, hein, mais mon père, il a toujours sous-déclaré ce qu'il gagnait. Et d'ailleurs, ma mère lui disait, mais tu n'auras pas de retraite. Ben voilà. Tu ne déclares rien, tu n'auras pas de retraite. C'était pas propre à Roger, ça. C'était tous les taxis à l'époque. Hein. Tous les artisans, principalement. Nous, ça n'avait pas d'incidence. Quand on était coopérateur, ça n'avait aucune incidence, sauf sur les RPP. Ben, c'est l'impôt sur le revenu. Voilà. Il y avait que là-dessus que ça jouait. Nos charges, nous, elles étaient complètement déconnectées de notre chiffre d'affaires. Donc, on déclarait plus, nous, que les artisans. D'ailleurs, ils nous en voulaient un petit peu à cause de ça. Hein. Parce que à eux, ça leur faisait monter leur forfait par rapport aux nôtres. Nous, le forfait, ça n'avait pas de... Sauf sur les impôts. Oui, parce que mon père, il me disait que ceux qui contrôlaient les contrôleurs d'impôts, là, ouais. Ils disaient toujours, de toute façon, vous ne déclarez pas tout. Ouais. Quand ils disaient, mais monsieur, qu'est-ce que mon père, il était là, oh, vous ne savez pas dire ça, et tout. Et le mec le savait, en fait. Mais oui, quand on était au forfait, c'était la discussion de marchand de tapis, quoi. Le maquignon, plutôt, c'est peut-être un peu mieux. C'est peut-être un peu mieux comme image, le maquignon au cul de la vache pour négocier le prix. C'était un peu ça avec les contrôleurs des impôts à l'époque. Mais nous, ça n'avait pas d'incidence. C'était l'avantage de notre statut de coopérateur. Vous en faisiez quand même beaucoup de blagues. Non. Non, alors, moi, je vais vous dire, on avait nous... c'est pas des trucs qui sortiront. Non, mais de toute façon, il y a prescription maintenant. Non, il faut savoir, on avait un centre de gestion agréé, nous, à GESCOP. D'ailleurs, ça sera mentionné là-dedans, dans les bouquins. Centre de gestion agréé, et il fonctionnait avec un compteur mémorisé. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas effacer tout ce compteur enregistré, c'était dedans. Et moi, je me rappelle à l'époque, en tant qu'administrateur, avec le directeur du centre de gestion, on faisait des parallèles par rapport... Moi, je lui montrais ma réalité de réalisation, et puis il comparait avec quelqu'un qui faisait à peu près l'équivalent. Ben, vous savez, il n'y avait pas... je faisais un bénéfice un peu moins important, mais je ne passais pas toutes mes charges. Je ne mettais pas tout mon carburant, je ne mettais pas des frais de repas, je ne mettais pas des trucs comme ça dedans. Parce que, alors qu'avec le compteur mémorisé, il prenait en compte un repas par jour, il prenait en compte des frais de sanisette, il prenait en compte du carburant, pratiquement la totalité du carburant, parce que fallait que ça coïncide. Hein, c'est comme dans un bistrot, il achète une bouteille de vin à 10 €, il doit la vendre 30, parce que c'est le coefficient que les impôts retiennent. Si on mettait tant de carburant dans un véhicule, il fallait que ça corresponde à un chiffre d'affaires. Donc c'était ça. Mais finalement, au bout du compte, on n'était pas forcément gagnant. Par contre, en ce qui nous concerne, ça n'avait aucune incidence sur notre couverture sociale. C'est-à-dire qu'on pouvait bénéficier des indemnités d'accident de travail, de maladie, et puis au niveau de la retraite, on avait un contrat particulier. On cotisait au taux de 8% net au niveau de la retraite complémentaire. Il y avait la retraite sécu sur la base de nos cotisations qui étaient de 70% du plafond de la sécurité sociale, et il y avait cette retraite complémentaire qui était de 2 points supérieure au maximum possible chez les salariés. Parce qu'au niveau des impôts, c'est un peu le portage, vous êtes considérés comme des employés en fait.
Alors que les artisans de taxi sont Non. considérés comme des patrons. Non, non, on n'était pas considérés comme patrons, on était considérés comme travailleurs indépendants. Voilà. Et par contre, au niveau de la Sécu, on était considérés comme des salariés. Alors que l'artisan, il était chez le commerçant indépendant. Quoi. Bon, ça a évolué, ça, maintenant. Hein. Le statut d'aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'écart, si j'ose dire. Alors qu'à l'époque, si, c'était notable, on va dire. Et quand vous étiez à la G7, j'imagine, en tant que salarié, là, c'était pas possible de faire un peu de blague. Si, si. Et ceux qui ont travaillé, enfin, c'était pas du black, on appelait ça du tout debout. Et ceux qui travaillaient au compteur, ça s'appelait du tout debout. Vous demanderez à Champagne ou ou même à Roger, parce qu'il a. Non, c'est dans les boîtes de nuit, ça. Dans les boîtes de Voilà, nuit, c'est dans les boîtes de nuit. Moi, j'ai jamais jamais fait ça. Moi, j'ai jamais pu. Vous l'écrivez comment? Bon, tout debout, hein, voilà, debout, voilà, sans doute, oui. Et ça, ceux qui travaillaient au compteur, ben, ils oubliaient de mettre le compteur et puis ils empochaient le. C'est ce que vous voyez pas le patron à l'époque. C'était le patron, hein. C'est ce que vous voyez, voilà. Mais ça, moi, j'ai jamais. C'était possible de le faire, ça. Donc de pas Ah ben, à l'époque, c'était oui. Faire un forfait en disant, voilà, je prends à discuter avec Vous avez l'habitude, écoutez, là, il trouvait quelque chose, j'ai eu un petit problème avec mon compteur, machin, etc. Et puis le client qui était habitué, il donnait l'équivalent de ce qu'il donnait habituellement. C'était un peu ça, comme ça que ça fonctionnait. Ça. Il y a pas mal de taxis, mais bon, que j'ai écouté, qui avaient toujours un client, par exemple le mardi. Oui, ben voilà, avec des clients comme ça. Ils faisaient leur client, et en fait, dès qu'ils déposaient le client, pour en prendre un autre, et c'est là qu'ils mettaient leurs heures. Le premier client, en fait, voilà, oui. Ben, ça, c'était au niveau de l'amplitude de travail, ça. Ouais. On était. C'est pas de compteur, rien. Oui, aussi, pareil. Oui, pareil. Oh, vous savez, il y a des légendes là-dedans. Hein. Non, c'était pas valable. C'est pas valable. C'est pas valable. Mais non, mais le kilomètre taxi, il fallait en faire beaucoup plus pour pouvoir. Ah ben, moi j'ai. Non, et puis c'était contrôlé régulièrement. Ça, c'était non là-dessus. Je faisais choper avec un compteur, machin comme ça. Ah bah oui. Ah ouais. Et des fraudes de temps de travail? Oui, mais fraude de temps de travail, ça ne lésait personne. C'était pour lui-même, celui qui faisait ça, comme disait Christophe tout à l'heure, le fait de ne pas enclencher son compteur tout de suite, ben, ça lui permettait de faire une course de plus qui ne passait pas dans son temps de travail. Donc, ce n'était pas aux dépens d'un salarié. C'était pour lui, quoi. C'était lui qui travaillait plus, mais de sa propre volonté. Voilà. C'est-à-dire que la course, c'était un pourboire, quoi. Oui, quelque part, voilà. Qui ne rentrait pas dans son bénéfice. Et les pourboires, de toute façon, c'était toujours du tout bout, quoi. Enfin, ah non, mais le pourboire, comme c'était facultatif, il y avait les pourboires et puis il y avait les suppléments. C'est-à-dire qu'à l'époque, les bagages, la gare, les choses comme ça, ça rentrait pas dans le compteur. Donc c'était, mais on était imposé sur du 10% par rapport à notre chiffre d'affaires. 10%, les impôts mettaient 10% de pourboire. Hein. Alors que des fois, on avait. Ah oui, ils considéraient que 10% rentrait pour réaliser le bénéfice. Hein. D'accord. Donc en fait, bon, c'est tout à fait ce qu'on imaginait. Un peu de mou, et un statut qui était correct, ça permettait de vivre correctement, d'élever sa famille correctement. Mais moi, quand j'ai commencé, les anciens taxis disaient « c'est plus du tout comme avant, ceci, cela », et ils ont fait des... Voilà, et puis finalement, après, aujourd'hui, ceux qui en parlent aujourd'hui, ils disaient « Voilà, c'est pas... » Moi, j'ai connu des périodes, disons, très fastes, et puis c'est toujours été comme ça, c'est comme le reste du commerce, on va dire. C'est comme le reste du commerce. C'est-à-dire aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, ou 20 ans même, c'est terrible parce que il y a les conditions de circulation, il y a eu les concurrences déloyales avec les Uber et les VTC, il y a eu un certain nombre de choses comme ça qui font que le métier de taxi est resté très difficile. Il reste très difficile, mais ça reste quand même un métier où vous avez une liberté qui se paye assez cher d'ailleurs, parce que liberté pour fonctionner, il faut quand même aller au boulot. Celui qui ne va pas au boulot, il ne gagnera pas sa vie. Hein. Voilà.
C'était une liberté, mais une liberté de, moi de mon temps, c'était une liberté de travailler 10 heures par jour, voire 12 heures par jour, et 6 jours par semaine, quoi. Donc c'était ça, la liberté qu'on avait. Mais moi, je ne veux pas me plaindre, hein, parce que bon, j'ai fait. Vous avez presque 3 carrières, en fait. Ouais. Et vous savez que quand je suis devenu permanent, c'était un peu plus difficile parce que j'avais un salaire assuré à la fin du mois, mais c'était à la fin du mois. Alors que le taxi, dès que vous sortez, paf, 10 minutes après, vous avez déjà une course et vous aviez un peu de fraîche dans les mains. Ça aussi, c'était. Hein. Par contre, vous aurez une meilleure retraite. Pas complètement, parce que je ne suis pas resté assez longtemps cadre. Il a fallu que je reste 25 ans cadre pour avoir vraiment. Et j'en ai fait que 17 comme cadre, donc ça fait drôle. Hein, quand on. De la retraite, de la paye de fin de mois à ce qu'on reçoit comme retraite, il faut s'y préparer, mais toi aussi, il faut la faire pareil. Hein. Hein, est-ce que 73, ça a été un moment où le pétrole a commencé à... Aussi. Est-ce que ça a été enfin, pas le début de la fin, mais... Non. Déjà, il y a des... Ben, on a eu... Vous avez senti des crises. Oui, mais on a eu, à partir de 81 ou 2 ou 3, on a eu du carburant détaxé, qui a permis aux taxis d'avoir un bol d'air, quoi. Ça nous faisait un peu quelque sorte. Oui, ça faisait des années que ça traînait, et puis ça s'est fait. Je crois que ça s'est fait en 84, je crois. Et puis ça s'est terminé je ne sais plus, avec des problèmes européens dans les années 2000, au début des années 2000, on va dire. Donc il y avait un contingent de carburant détaxé qui permettait, qui faisait un petit bol d'air, quoi. Vous allez chercher au même endroit, non? Non, il fallait faire une demande. Il fallait faire une demande par rapport. C'est pareil. Si vous faisiez un tout petit chiffre d'affaires, vous ne pouviez pas demander les 5000 litres de carburant détaxé. Hein. Ça aussi, ça faisait un peu comme. Voilà. Fallait, bien sûr, ça faisait. Et puis ça rentrait dans le bénéfice. Alors pour les artisans, ça venait augmenter leurs bénéfices. Et c'est sur ce bénéfice qu'ils payaient les charges sociales. D'où la minimisation du bénéfice pour ne pas payer trop de cotisations sociales. Hein, Roger. Oui. Ah non, mais je dis Roger parce qu'il était sous ce statut-là. Oui. Ouais. Vous n'avez jamais été braqué, Non. Vous avez eu des courses catastrophiques Je me suis fait voler un jour un attaché-caisse dans ma voiture. D'ailleurs, ça peut être une anecdote. C'était une époque où il craignait les attentats et je m'étais fait voler, tant que j'allais déjeuner dans le 13e. Je me souviens plus, moi je roulais encore, donc c'était au début des années 4. Il y a eu l'attentat de Saint-Michel. C'était en quelle année ça? Je roulais à l'époque de ça, non? C'était Saint-Michel ou c'était Montparnasse? Non, Saint-Michel. Il y a eu la rue de Rennes. Il y a eu la rue de Rennes et après il y a eu Saint-Michel. Saint-Michel, c'était dans le métro. Dans le métro, à la gare. Il y a eu la rue de Rennes aussi. Il y a eu la rue de Rennes. L'attentat de la rue de Rennes, moi j'étais à Boulevard Saint-Germain, au moment où ça s'est produit. Ouais. Et donc je me souviens, quelques temps après, je m'étais fait voler mon attaché-caisse, puis on sortait de déjeuner avec d'autres copains, et puis là je vois l'attroupement, les rues barrées, les trucs comme ça, et puis là je m'aperçois, ils m'ont volé, ma voiture a été braquée, ils m'ont volé mon attaché-caisse. Alors je vais voir les flics, je leur dis, dis donc, je ne sais pas ce que vous cherchez là, mais moi je me suis fait voler ma voiture, piller ma voiture, et il me manque un attaché-caisse. Ils m'ont emmené, venez avec moi, et puis mon attaché-caisse, il était c'était en vrai sky, une sacoche en vrai sky, sous un banc. Ah, mais on ne peut pas vous le donner comme ça, donc ils l'ont ouvert au cutter avant de me le restituer. Et donc ça avait déclenché une alerte à la bombe à travers ça. Donc, mais moi, il y avait que des papiers dedans. Hein. Mais voilà, c'est une anecdote de... Jamais de souci avec un client qui est venu à Non, pas vraiment, non. Une autre fois, j'ai eu un client, c'était une famille, ils avaient pris 2 taxis, et puis ils avaient des chariots, ils avaient des enfants, ils avaient tout ça. Punaise, en arrivant, je me rappelle, c'était boulevard Iselmans, en arrivant boulevard Iselmans, le monsieur me dit, mais il me manque une valise, il me manque quelque chose. Punaise, alors on retourne à Orly, paf, elle était partie en miettes, il l'avait fait sauter parce que ça avait été considéré comme une alerte à la bombe. Ils avaient fait imploser son bagage pour ne pas prendre de risques. Et parce qu'il l'avait laissé, il l'avait oublié, il était resté sur le chariot. Et ça fait partie des... Hein, ils ne peuvent pas prendre de risques. Et voilà, c'était une autre anecdote. Mais bon, globalement, en faisant un jour, il y avait des heures qui étaient prévues, mais plus que d'autres. C'est Paris intramuros, vous avez dit, et un peu la banlieue, oui, tout à fait. Oui. Donc vous avez dû voir petit à petit la circulation complètement, oui. La circulation dans Paris, elle s'était vachement agrégée. Alors, ça a été un peu
disons, pas soulagé, mais disons, avec les couloirs de bus qui avaient été mises par Chirac au départ, mais qui étaient plus ou moins respectés, puis pas sur tous les axes. Après, ça a continué un peu, puis après, il y a eu des restrictions avec les pistes à vélo, les trucs comme ça. C'est devenu presque un enfer avec, sous Hidalgo, même sur Delanoë, et puis après sous Hidalgo. Hein, et aujourd'hui, et puis les travaux permanents, et puis tout ça, quoi. C'était. Là, ils ont inventé un nouveau truc, qui fait les zones rouges, donc les ZF, ZFE, là, oui, oui, les zones, je ne sais plus comment ils appellent ça. Il y a plein des endroits où les taxis roulent Les taxis peuvent aller partout, mais parce que les véhicules sont relativement récents, donc ils ne rentrent pas, ils ont des vignettes, la 1, ouais, critère 1 ou critère 2, mais les autres véhicules, oui, voilà, ça par contre, c'est une restriction qui est terrible, ça, hein, pour les commerçants, pour les choses comme ça, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un véhicule critère 1, et qui sont... Vous aimez bien, ça fait couler les centres-villes. Oui. Tous les centres-villes de France sont en train de couler. Ah ben complètement, oui, puis les commerces, tout ça, ouais, là. Je crois qu'elle n'est plus touchée, c'est Grenoble. Ah ben Grenoble, c'est terrible, mais Grenoble, c'est un intégriste écolo, alors, malheureusement, ouais. Ah ben dans Paris, c'est pas... L'autre semaine, on est allé justement avec Champagne et quelques autres copains, on est allé manger, on se fait un restaurant tous les ans entre copains, comme ça, pour se rappeler les bons souvenirs, si j'ose dire. C'est moi qui ai payé le parc-mètre pour 2h30, 14 €. Dans Paris, hein, et dans le 12e, là-bas au fond, presque à la porte de Bercy. Hein. Donc c'était, voilà, c'est terrible, c'est très cher, c'est dissuasif. Hein. Et, vous sortez encore à Paris? Très peu, très peu. Non, depuis le Covid, on n'y a pratiquement plus, on fait plus, parce que d'abord, moi, venir en voiture, c'est pas possible, parce que pour stationner tout ça, c'est terrible. Et puis en banlieue, par le train, c'est terrible. Par le train, il y a toujours des travaux, la INSEE, c'est pas ça. Ouais. Non. Là, ça fait plusieurs années que je ne suis pas venu pour le soir dans Paris. Vous aimez Paris? Ah ben moi, j'ai adoré Paris. Hein. D'ailleurs, ça a été un des points pour quand je suis devenu chauffeur de taxi. Pendant 20 ans, j'ai roulé. Pendant 20 ans, je ne me suis pas lassé de regarder la Tour Eiffel, de regarder la conciergerie, de regarder l'opéra, des choses aussi hétéroclites les unes que les autres. Et puis de me retrouver, par exemple, quand vous êtes sur la voie sur Berge et puis que vous passez sous le Pont Neuf et puis que vous avez cette vue de la conciergerie, du pont au change et tout ça, c'est fabuleux, ça. Hein. Et puis moi, j'avais une autre chose, c'est que j'observais. Je regardais les gens. Quand j'étais en station, j'observais les gens. C'est extraordinaire. Ce que vous pouvez remarquer quand vous voyez les gens qui sont aujourd'hui, c'est un peu plus différent parce qu'on les voit parler, parce qu'ils sont au téléphone. Mais à l'époque, c'était où ils écoutaient les grosses têtes, déjà il y avait, où ils écoutaient FIP. Et puis, mais regarder les gens dans la rue et dans leur voiture, c'est aussi passionnant, quoi. Mais pour être chauffeur de taxi, il y a deux choses impératives. Il faut aimer conduire et puis aimer la ville. Ouf, ouais, c'était un outil de travail. Hein. C'était pas un objet de luxe ou de choses comme ça. C'était un outil de travail, la voiture. Hein. D'abord, c'est la raison par laquelle il fallait l'entretenir et puis qu'elle soit fiable. Parce qu'une voiture en panne, c'est une perte d'exploitation. Donc, il ne fallait pas... voilà. Et puis aimer la ville, et puis aimer les gens, bien sûr. Et aimer la ville et aimer les gens. Par observation. Encore beaucoup de choses non, juste parce que là, maintenant, on peut commencer un peu un truc. Vous envisageriez un emploi avec taxi actuellement, là Je ne sais pas. Même avec le statut qui était le vôtre. Oui, mais ça ne peut rien avoir maintenant. Hein. Par rapport à ce que quand j'ai exploité, moi, c'était une chose, mais aujourd'hui, ça ne peut rien avoir. Les taxis, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Les statuts ont complètement implosé. Il n'y a plus ces différences entre les coopérateurs qui avaient une bonne protection sociale et puis l'artisan. Tout ça s'est rapproché. Mais c'est surtout les conditions d'exploitation qui sont terribles aujourd'hui. Qui sont terribles. Et bon, j'empêcherai pas un de mes petits-enfants, si vous voulez être chauffeur de taxi, de le faire. Mais voilà, il faudrait qu'il en fasse l'expérience, quoi. Il faudrait qu'il en fasse l'expérience.
Est-ce que vous croyez qu'on peut... C'est un métier passionnant. Discute. Et puis les gens parlent avec les chauffeurs de taxi. Ah ben c'est le confessionnal. C'est même pire que chez le coiffeur, par exemple. Parce que chez le coiffeur, s'ils leur disent des choses, ils vont le revoir. Alors que dans un taxi, ils pouvaient dire des choses. Ils étaient pratiquement certains de ne jamais le revoir. Donc ils disaient des choses. Ils disaient des fois des élucubrations. Hein. Il y en a qui... voilà. Je me rappelle un jour, il y en avait un, il disait qu'il était médecin. Mais si vous aviez senti les odeurs qui remontaient des chaussures et les aisselles, c'était pas possible, quoi. Carrément pas possible. C'était un mec qui fantasmait, quoi. Mais c'est vrai que les gens parlent, et puis il était certain de ne jamais nous revoir, donc ils se confiaient. Ils se confiaient. Il y avait des gens qui parlaient de choses qu'ils n'auraient peut-être jamais dit à quelqu'un d'autre, quoi. Et c'est en ce sens où les chauffeurs, on va dire, ils savaient tout. S'il y avait eu une connexion entre eux, on pouvait... voilà. Vous pensez qu'on peut faire encore vivre une famille décemment en étant taxi? Oui, je pense. Oui, certainement. Mais aujourd'hui, là j'ai vu, il y avait l'Assemblée Générale de l'Agathe avant-hier, j'étais invité, et puis j'ai pu voir un certain nombre de chauffeurs, même si j'en connais de moins en moins, mais bon, ils arrivent à me connaître parce que j'ai eu l'antériorité, puis j'ai marqué peut-être ce passage à la tête du groupement pendant 17 ans, donc il y en a qui s'en rappellent encore. Mais ce qu'il faut surtout, c'était se diversifier, parce que le travailler en station, ça ne vaut plus rien, parce que maintenant, les Uber, tout ça, ils vont rafler tout ça. Travailler à la radio, c'est pas forcément ça, mais il faut faire un mix de tout. Il faut travailler peut-être avec des transports de malades, travailler avec un agrément de la sécurité sociale pour transporter des malades entre hôpitaux ou pour y aller à des soins ou des choses. Travailler aussi avec les stations, travailler avec les aéroports, les gares, les choses comme ça. Je crois qu'il faut, voilà. Mon père, il était très pote avec comment ça s'appelle, le concierge du Plaza Athénée. Oui. Qui était pote aussi avec le concierge de Bristol. En fait, il a eu beaucoup de clients, qui après c'était les clients récurrents, qui venaient de ces gens-là, parce que c'était quelqu'un de confiance. Il pouvait laisser... moi, j'ai jamais pu faire ça. Je voulais garder ma liberté, au même titre que à l'époque, je ne prenais jamais de rendez-vous pour avoir un client, aller chercher un client pour l'emmener à l'aéroport, jamais. J'ai toujours resté faire de tout venant, ce qu'on appelle du tout venant, de la station, de la rue, et puis après j'ai eu la radio, parce que quand le groupement a racheté le Central Radio, et comme j'étais administrateur, il fallait que je montre l'exemple, quoi, pour donc avoir moi-même la radio. Si je voulais inciter mes collègues à la prendre, il fallait que je sache de quoi je parlais. Et à partir de 89, voilà, j'ai été radio jusqu'en 91, mais je prenais tout ce qui venait comme course. Donc vous n'avez jamais établi une relation à long terme avec un client? Non, jamais. Non, jamais. Comme le père. Contrairement, oui. Donc il était avec un client, mais il était aussi toujours au même hôtel. Ouais. Donc il connaissait le portier, qui peut-être de temps en temps, il lui mettait pas forcément le plus mauvais client. Le concierge, surtout, c'était encore. Oui, quand je dis portier, c'est concierge. Voilà, ça va obliger, c'était un des premiers taxis à Paris, mon père me disait, c'était un des premiers taxis à Paris à avoir un téléphone dans sa voiture. Ouais. Il avait une ligne de téléphone, il avait un numéro de téléphone. C'est-à-dire que ses clients qui venaient des grands hôtels pouvaient passer des coups de fil directement au chauffeur. Directement au chauffeur. Ben ça c'est une chose qu'on a mis en place à GESCOP. On avait acheté je ne sais plus comment ils s'appelaient, des Philips 8 watts, comme on appelle. Donc c'était les gros téléphones. Ouais. Ou l'Autocom 2000. Il y a eu l'Autocom 2000 qui était voilà. Ouais, on en avait acheté. La coopérative en avait acheté pour les. Oui, tout à fait. On a eu ces téléphones dans les voitures en 8 watts pour travailler. Et après, on a acheté 600 terminaux bancaires. Ah oui, pour pouvoir payer par ça. Voilà. Ça, mais c'était problématique. moi, je ne les ai pas utilisés, mais c'était dans les années 95. C'était les appareils qui étaient gros comme ça. Hein. Et on a, pour inciter les gens à avoir la carte bancaire, parce qu'on était conscient qu'à un moment donné, il fallait... et c'était avec la radio, donc on était quelque part des précurseurs dans ce domaine. Pour ça, mais le téléphone, et puis après, parce que le mon temps, il n'y avait pas le téléphone portable. Hein, c'était les cabines téléphoniques. Hein. Moi, quand je militais dans les années 80, c'était la cabine téléphonique, avec tous les aléas que ça pouvait avoir. Et puis après, petit à petit, il y a eu les téléphones. La bande des copains.
fin du papa de Ouais. Christophe, là, vous en souvenez comment? Donc c'était des aînés par rapport à cette idée. Non, bon, non, parce que il était de 1936, ton père, ou 34? 35. 35, voilà. Il est Moi, dans le 35. j'étais pas tombé loin. 35, moi, j'avais quand même, si, il était 12 ans plus vieux que moi, mais moi, je me rappelle parfaitement de lui. J'ai jamais siégé avec lui quand il était au directoire ou au conseil de surveillance de Taxicop, mais j'étais en même temps que lui. Moi, j'étais à la GAT, lui, il était à Barco Taxicop. Donc, à partir de 1977, qu'on a regroupé les trois coopératives, il est resté de 70 à 81, je crois, dans le groupement GESCOP. Et donc, on s'est côtoyés à ce moment-là. Et puis, je le connais. Je me rappelle pas. Non, pas vraiment, parce qu'il était du soir. Non, mais il était de nuit. Il était de nuit, Roger. Moi, je commençais à 8h30 le matin. Lui, il commençait à 3h l'après-midi ou 14h. Voilà, ouais. Ouais. Jusqu'à 2h du matin, alors que moi, à 20h, j'étais rentré chez moi. Donc voilà, c'était. Mais je l'ai connu. Comme il était souvent à Orly, moi, comme il commençait à Orly. Moi, j'habitais à côté de Savigny, je commençais à Orly aussi, mais plutôt que lui. Mais on se retrouvait aussi bien avec Alors, le Grand René, je le connaissais différemment, parce que le Grand René, c'était un mec qui faisait du vélo. Moi, j'en faisais pas, mais il faisait du vélo. Et puis, tous les après-midi, sa voiture, elle était devant la rotonde, parce qu'il allait gambiller, avec Roger. Avec Roger, ils allaient gambiller l'après-midi dans les dancings de Montparnasse. Ah, il n'a pas dit ça. Ben non, il ne va pas s'en vanter. Il va pas s'en vanter. Ça, c'est des petits secrets. Non, ton père, je sais pas. Hein. Je sais pas. Non, mais je ne sais pas. Non. Mais il nous a pas dit, René, qu'il allait gambiller dans les dansings. Et puis, il allait des fois en Touraine, il faisait du vélo, et il trouvait que c'était vachement formateur, parce que la Touraine, c'est comme ça. Il n'y a pas des grands machins, c'est pas les cols ou les Pyrénées ou les choses comme ça, mais c'est très formateur au niveau vélo. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est à la retraite à Tours. Hein. Ouais. Il est dans un EHPAD à Tours. Je sais, Vous êtes allé voir? Il a changé, ça y est, l'EHPAD. Oui, il a changé. Non, il était à Saint-Cyr au départ, et maintenant, il est à Tours même. Il est dans Tours, oui. En haut de Tours, là. Ouais. Et ta mère est là-bas aussi? Non, ma mère, elle est encore dans la maison de mon père. Ah bon? Attends, alors c'est qui est là par là? Il m'a dit qu'il était aussi par là. Ah non, c'est pas ton père. Non, je déconne. C'est pas ton père. C'est René. C'est la femme à René qui est là-bas. Elle a Alzheimer, oui. Elle n'est pas dans la même que lui, mais ils sont à côté. Alors, je ne sais plus si c'est... peut-être qu'Alzheimer, dans l'endroit où il est, peut-être que le secteur Alzheimer est dans une aile, et puis lui, il est dans une autre. Alors, ils sont comment ils sont dans Tours. Ouais. Ils sont... Si vous connaissez un peu Tours, vous montez la rue nationale, c'est à gauche, là où il est. Ouais. Non, il est dans Tours. Je l'ai eu pour les vœux, au mois de janvier. Je l'ai vu récemment, mais René, ce qui m'inquiète, c'est qu'à chaque fois qu'on discute 20 minutes, tu vois, en gros, et ben à la fin, il me dit, tu sais, j'attends quand même, hein, ça serait bien, mais tu sais, je pense, là, tu sais, René, il pense à se faire une piqûre. Ah ouais? Il dit, je m'embête et tout. Et je pense qu'il a une vie tellement riche, tu vois, parce que vos vies, en fait, tu ne t'en rends pas compte, enfin, si vous en rendez compte, mais vous avez quand même des vies très riches. Ah ben, on a eu des... Ah oui. Tous les jours, vous avez voyagé en partant d'un endroit sans savoir très bien. Ah ben, c'est ça aussi, il fallait... Mais c'était ça le matin, quand on commençait notre journée, on ne savait jamais ce qui allait se passer de la totalité de la journée, ni où on allait se retrouver. Jamais. C'était l'incertitude. Mais c'était complètement. Mais je voulais dire sur Roger, oui, je crois qu'il est venu au moment des fêtes, et ils ont vidé la maison pour mettre un locataire chez lui là-bas à Marcoussis. C'est ce qu'il m'a dit qu'il avait. Il a fait là. Moi, j'ai passé devant, mais j'ai pas pu. Ouais. Mais il n'est pas resté longtemps là, Marc aussi. Oui. Ouais. Et les femmes alors, parce que moi j'ai vu Mado. Mado, oui. Mado la Bretonne, hein, parce que il y en avait quand même quelques-unes. Parce que alors je vous explique, j'ai vu un sketch là en faisant des recherches, j'ai vu un sketch d'un type qui était une espèce de caméra cachée au début des années 80, d'un zozo qui allait coller sur les taxis qui étaient à l'arrêt en station. Il leur collait des
corporation, mon gars. C'est une corporation de couilles. Oui, il y avait. Et ça m'a fait rire. Donc, je voulais rebondir avec vous. Ouais. Non, il y avait aussi sans doute des homos aussi, puis il y avait des filles. Il y avait une équipe de filles d'ailleurs qui faisait partie de ma bande. Elles étaient une douzaine. C'était que des lesbiennes. Je les ai vues se foutre j'ai vu se foutre des trempes sur le parking parce qu'il y en avait une autre qui avait fricoté avec la copine, etc. Donc c'était des lesbiennes. Ouais. Non, pas toutes. Hein. Là, il y avait ce petit groupe, oui, voilà. Oui. Et Mado n'était pas de ce côté-là. Mado, c'est une vieille copine depuis les années 80. Ça fait 40 ans ou 45 ans qu'on se connaît. D'ailleurs, on est quoi aujourd'hui? On est vendredi. Dimanche, je vais manger chez elle. Ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé, mais je vais... Ouais. Oh, pas forcément, non. C'est le caractère, Mado, c'était une Bretonne. C'était une Bretonne, oui, puis elle était artisan, elle est passée par Gescope après. Et puis, non, elle était... et par contre, celle que j'évoquais tout à l'heure, Lali, là, qui venait... Parce que Mado, elle est venue la dernière fois, elle était là, elle était au repas. Oui, c'est pour ça que je l'ai vu, moi, dans l'entretien qu'elle avait fait. Ah ben oui, filmé, oui, voilà. Ouais. Mais comment, Lali faisait partie, c'était une copine à René, Roger et Claude. Hein, le trio d'anciens taxis là, qui s'occupait de ce repas tous les ans. Là. Et Lali, elle a fait elle travaillait après Mado. Elle commençait à 5 h le soir jusqu'à 3 h du matin. Ça serait bien qu'on trouve un texte. Cette femme-là. C'est vrai qu'on aimerait bien que quelqu'un nous parle de l'évolution de la nuit à Paris. Ah ben, ça ne sera pas avec elle. Hein. Ça sera pas avec elle, non, parce qu'elle est hémiplégique et puis elle ne parle plus. Oui, mais il faudrait quelqu'un qui soit encore... vous voyez personne qui aurait fait la nuit et qui pourrait nous... justement, les points chauds, les quartiers, comment ça a évolué. Il y a eu tout Paris des années 80. Les taxis de mes années 80, moi, il n'y en a plus beaucoup de ce monde. Hein. C'est des gens comme... c'était comme ton père, c'était comme René, c'était comme Roger. Même Roger, il a des sacrés problèmes de santé, apparemment. Hein. Le copain René. Roger. Ou Gérard, pas Roger. Non, Roger, c'était ton père. René, Gérard, pardon. Gérard, il a quelques problèmes de santé, pareil. Ouais. Il était à l'enterrement de mon père. Ouais. Et c'était il y a 1 an et demi, déjà, il était... Ouais. L'an dernier, on l'a vu, il était aussi... ça ne se voyait pas trop, mais bon, ils sont pas tout jeunes. Il y avait encore des taxis qui ont roulé dans ces années-là, 80. Depuis, il y en a beaucoup de ce monde, peut-être. 45 ans, il y a 40 ans. Ah oui. 40 ans, ça fait long. Justement, s'ils ont commencé à 25. Ouais, mais les taxis commencent plus tard. C'est pas leur premier métier, souvent. Ah ben, ceux de mon époque, on commence... Encore moi, j'ai fait partie des jeunes, mais il y en avait beaucoup, ils commençaient beaucoup plus tard que ça. Hein, ils commençaient beaucoup plus tard que ça. J'ai l'impression qu'on ne va pas y arriver, vous savez, en fait, qu'on nous parle un peu de comment c'était, les vagues successives de touristes qui sont arrivés la nuit, comment Paris s'est structuré, Paris la nuit, c'est pas tout Paris le jour non plus, c'est une autre ville. Et puis j'imagine qu'il va y avoir des petits arrangements avec certaines maisons. Ah ben oui, ce qu'on appelait le bouchon. Dans les hôtels, déjà, il y avait un peu ça. Hein. Alors dans les hôtels, c'était un peu le contraire. C'était des fois le chauffeur qui, pour avoir quelque chose, donnait au voiturier, enfin au concierge. Comment vous l'avez appelé? Donner un bouchon Ouais, voilà, c'était plus ça. Par contre, quand ils emmenaient dans des boîtes de nuit, moi je n'ai jamais pu le faire, ça. Ils emmenaient la boîte de nuit, ils se présentaient, ils déposaient le client, puis ils se disaient, voilà, je vous ai amené ça. Et puis repasser 2-3 heures après, et puis s'ils ont commandé une caisse de champagne, donc ils avaient un petit quelque chose. Il y en avait une, je me souviens, les autres je ne sais pas, mais il y avait le baron en bas de la rue, de l'avenue Marceau. Voilà, et puis il y en avait certainement d'autres ailleurs. Hein. Il y en avait certainement d'autres ailleurs. Dans le 2e, il y en avait pas mal. Oui, voilà, dans le centre de Paris, il y avait... Mais moi, c'est une vision de taxi dont je ne pourrais pas vous parler parce que j'ai jamais... Moi, quand j'arrivais à 9 h le soir, j'étais perdu. Hein. C'était plus le même boulot. C'était... Pour moi, il y avait 3 types de taxis. Il y avait ceux qui faisaient le matin. Oui, très tôt. La soirée, jusqu'à 1 h, 2 h du matin. Ouais. Et les nuiteux. Mais déjà... Non, mais déjà, jusqu'à 1 h du matin, c'était déjà presque des nuiteux. Hein.
Moi, je me levais à 6h30, 7h moins le quart. Et je partais à 8h, 8h15. Vous n'étiez pas dans tous les embouteillages, par exemple? Non, ben alors, comme j'habitais dans le sud, j'allais à Orly. Et puis, je prenais mon premier client là-bas. Et mon premier client, alors, ce que je pouvais faire, parce qu'il y avait des fois, c'était les clients qui attendaient, les chauffeurs, je prenais un taxi, je m'avançais à la banlieue. C'est-à-dire que j'allais à contre-courant de tout le monde. Donc, je faisais une course sur Évry, voilà, des fois moins loin. Et puis, le temps de revenir, je refaisais la queue et je n'allais vers Paris que vers 10h pour le deuxième tour. Et donc, ça s'était un petit peu décanté. Voilà. Et le soir, vous faisiez comment? Et le soir, après 19h, pour rentrer dans le sud, ça allait à peu près, quoi. Est-ce que vous avez acheté votre maison en fonction de Non, ça est tombé comme ça, ouais. Et quand il a fallu que je déménage de Paris parce que j'avais une famille, et vu que j'étais dans un petit 2 pièces, il n'y avait rien, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de toilette. La toilette, c'était dans la cour, et puis il n'y avait pas de salle de bain. Les gens, on leur dirait ça aujourd'hui, c'était en 68, c'était dans la cour. Vous étiez dans quel quartier? Montmartre. Ah oui, Montmartre, oh là là, mais tout là-bas. Mais le Montmartre, côté gauche du boulevard Barbès. C'est-à-dire, c'était à droite, il y avait toutes les migrations, les machins, les trucs. Aujourd'hui, c'est fini, ça, tout ça. C'est la mairie de 18e, en fait. Juste avant, ouais, j'étais à côté de la rue Ordonnaire. Voilà, la rue ordinaire. Ouais. C'est la rue ordinaire. Ouais, j'étais. Mais moi, j'ai habité Square-Clignancourt pendant plusieurs années. Ouais. Plus tard. Et c'est vrai que tout ce Paris-là était un Paris très populaire. Complètement. Ah ouais. Non, c'est Beauvolant, mais les gens ne s'imaginent pas. Il y avait encore des ruelles avec des trucs qui passaient au fin fond du 18e. Et moi, j'avais un restaurant africain dans une rue tout à fait au fond de ce quartier-là. Ouais. Où il y avait encore au milieu, comment on appelle ça, la mi-temps de la rue, quoi. Ah ouais. Les trucs s'écoulaient. Maintenant, ils ont tout détruit. Non, parce que vous disiez ça, mais le truc d'Orly, parce qu'il y a beaucoup de taxis qui n'étaient pas loin de. Qui étaient dans le sud de Paris. On ne pouvait plus habiter dans Paris, à proprement parler, parce que ça devenait très difficile, d'abord pour trouver, et puis c'était cher. Et donc, automatiquement, pour acheter, on s'est retrouvé. J'ai acheté en 73, donc j'étais pas très vieux. J'étais pas très vieux. Vous avez eu raison d'acheter vite. Ouais. Et j'y suis toujours. Dites-moi, est-ce que je pourrais utiliser votre toilette? Bien sûr, je vous en prie.